Une alchimie très particulière m'a conduit à écrire ces portraits croisés. Enfant de résistants juifs communistes, j'ai toujours pensé que pour eux, le choix n'existait pas pendant la guerre. Ils n'avaient pas d'alternative, compte tenu de cette double identité qui les condamnait à mourir ou à combattre. Mais j'ai toujours été obsédé par l'engagement des autres, ceux qui avaient la liberté de décider. Comment devient-on un héros? Comment devient-on un salaud? Quitte à chercher des couples antithétiques, il en existait bien d'autres que Moulin et Bousquet. Brossolette et Brasillac, Poilan et Drieux, Delouvrier et Pucheux, Destienne-d'Orve et Dumoulin de la Barthette. Même milieu, même référence sociale, intellectuelle ou culturelle, et à l'arrivée des destins contradictoires. Mais pour quelqu'un issu comme moi de la haute fonction publique, ces deux-là, Moulin et Bousquet, présentent un intérêt particulier. À quel moment le service de l'État ne prend-il plus le dessus sur la morale? Quand le devoir d'obéissance s'efface-t-il devant le réflexe éthique? Proches par leurs origines radicales, francs-maçonnes, républicaines, voisins dans leur trajectoire, membres ambitieux du corps préfectoral, ces deux hommes auront connu les destins les plus contradictoires, pour l'un le Panthéon, pour l'autre l'inculpation pour crime contre l'humanité. Fascinante contradiction. J'appartiens à une génération dans la vie de laquelle Jean Moulin est entré à travers le soliloque grandiose de Malraux sur les marches du Panthéon. Comme tant d'autres, adolescents ou non, j'ai eu la chair de poule en regardant sur une télévision en noir et blanc cette cérémonie républicaine aux allures de tragédie grecque. Avec l'éducation qui était la mienne, Manouchian et Guy Moquet étaient bien davantage les figures de la résistance. Rien de plus normal chez un jeune dont les parents appartenaient encore au prétendu parti des 100 000 fusils. Dans ma progressive découverte de Moulin, l'éblouissant alias Caracalla de Daniel Cordier a constitué le Malion le plus récent et sans doute un des plus forts. La personne de Bousquet ne s'est imposée à moi comme à des millions de Français que dans la foulée de l'entretien de Darquet de Pellepoix dans l'Express et du couvercle qui a alors sauté de la marmite des non-dits, des oublis, des hypocrisies collectives. Quant à la saga sur les relations de Mitterrand et de Bousquet, je l'ai suivie de loin jusqu'à une conversation et une brûlure. La première, une discussion aussi véhémente que le permettait le respect dû à un président de la République hiératique, avec un Mitterrand voulant me convaincre que les années sombres ne pouvaient se juger à travers le blanc et le noir, mais à l'aide de toutes les nuances de gris, du gris clair au gris foncé. La seconde, une phrase hallucinante du même Mitterrand, répondant dans ses mémoires à Georges-Marc Benamou, qui l'interrogeait sur ses liens avec Bousquet. Bousquet, c'était l'Alain Minc de l'époque. Je me suis ce jour-là interrogé sur l'inconscient d'ancien président de la République française, faisant d'un juif l'alter ego de l'ancien secrétaire général à la police de Vichy, devenu après la guerre un personnage au confluent des médias, des affaires et de la politique. Cela a créé, fût-ce à mon corps défendant, un intérêt imprévu pour l'homme. De l'exercice auquel je me suis livré, nul ne peut tirer de conclusion définitive. Devenir un héros est-il écrit dans le tempérament, le milieu, l'éducation, la pensée? Qu'en est-il à l'inverse pour un salaud? Quelle est la part des circonstances, du hasard, de l'imprévu? Les attitudes s'enchaînent-elles volontairement ou non qui fabriquent à l'arrivée un destin? Avec le poids de l'histoire que l'un et l'autre incarnent, Moulin et Bousquet sont des modèles chimiquement purs du héros et du salaud. Aussi, s'appliquant à eux, les questions, les doutes, les approximations sont-ils encore plus enrichissants.